Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette webconférence. Donc, nous commençons aujourd'hui avec mon réseau Cancer du Poumon le mois de novembre Perle. Et donc, nous vous proposons tout au long de ce mois différentes webconférences. Alors, le novembre Perle, c'est le mois de sensibilisation des cancers du poumon. Alors, pour mémoire, le cancer du poumon, c'est un des plus fréquents. Il a tendance à un peu diminuer chez l'homme, il continue à augmenter chez la femme et il reste la première cause de mortalité par cancer en France, en Europe, dans le monde. Et donc, parce qu'il est souvent détecté tard, et vous comprendrez donc que le dépistage et tout ce qui est diagnostic précoce va jouer un rôle essentiel justement pour qu'on puisse lutter contre ce fléau et inverser la donne. C'est pour ça que ce soir, nous avons le plaisir d'être entouré je dis par ordre d'apparition, donc du professeur Couraud. Bonsoir professeur Couraud. Donc vous êtes pneumologue, chef de service de cancérologie pneumologique aux HP, Hospice Civil de Lyon, excusez-moi, et vous êtes responsable de la mission intergroupe, je prends mes antisèches, prévention et dépistage de la Société française Société de pneumologie de langue française. Bonsoir, merci beaucoup, professeur Couraud, d'être avec nous. Merci. Nous serons ensuite avec le professeur Boulat. Bonsoir, professeur Boulat. Donc, vous êtes chirurgien thoracique à Marseille, à l'APHM. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Et nous serons aussi avec le docteur Pauline Prader. Bonsoir, docteur Prader. Donc, vous êtes pneumologue à l'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous souhaite à toutes et tous une super webconférence. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions. Et Laure, voilà, je te laisse dire un petit mot. Alors nous, depuis 2017, avec mon réseau Cancer du Poumon et d'autres associations, et j'ai envie de citer Delair en particulier ce soir, notre cœur de raison d'être, c'est d'accompagner les personnes qui sont concernées par un cancer du poumon, qu'ils soient patients ou proches, mais aussi de voir comment on doit se mobiliser pour faire changer les choses. Et finalement, depuis plusieurs années, il y a eu différentes actions, de propositions de porter la voix, de dire combien on avait besoin de faire changer la donne. Et moi, je dois dire qu'en commençant à travailler avec l'équipe de mon réseau Cancer du Poumon, j'ai appris plein de choses. En fait, je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien les poumons, ne connaissent pas bien la santé respiratoire, les facteurs de risque. Et en fait, on est finalement peu informé sur les cancers du poumon. Et aujourd'hui, avec les projets de dépistage qui vont pouvoir se mettre en place, et c'est l'objet de cette soirée, de vous parler du projet de dépistage, mais aussi des expérimentations en cours et aussi des parcours de diagnostic précoce qui se mettent en place, parce qu'en fait, il y a urgence à faire beaucoup mieux pour les patients. Et donc, c'est vraiment une conférence à laquelle donc on vous invite à poser vos questions tout au long de la soirée, mais aussi j'espère que vous aurez envie de partager le replay très largement autour de vous pour informer vos familles, vos amis, vos collègues, parce que ça bouge et heureusement face au cancer du poumon. Donc voilà, on va tout de suite passer la parole donc à nos orateurs et on prendra des temps de questions rapides entre chaque présentation et bien sûr à la fin plus largement. Donc, professeur Couraud, à vous la parole et vraiment merci d'être là ce soir. Eh ben, merci beaucoup, merci Oriane, merci Laure, merci beaucoup pour l'invitation. Oriane a déjà très bien introduit le topo. Alors, je ne sais pas si j'ai mes slides, du coup, les voilà, merveilleux. Oriane a déjà pratiquement tout dit, donc vous allez voir, je vais essayer finalement de synthétiser, mais c'était exactement ça. Très heureux d'être là à nouveau, voilà mes liens d'intérêt. Comme Oriane vous l'a dit, le cancer du poumon, c'est effectivement une maladie qui est très fréquente. Et ça, c'est vraiment un point qui est important et ça contraste beaucoup entre le fait que c'est une maladie très fréquente et finalement, elle est assez peu connue pour plein de raisons, peut-être parce qu'elle fait peur, et probablement parce qu'elle fait peur, probablement à juste titre. Mais voilà, c'est quelque chose de très fréquent. Vous voyez ici sur ces courbes, de manière très simple, ce que Oriane disait tout à l'heure, à savoir que chez l'homme, on a l'impression que l'incidence, c'est tout simplement le nombre de nouveaux cas par an. Donc la courbe orange, chez l'homme, en l'occurrence, les choses sont plutôt en plateau. On a vraiment l'impression que globalement, on a atteint un plateau et qu'il n'y a pas tellement d'augmentation. Mais vous voyez que c'est un niveau qui est quand même relativement soutenu. C'est un cancer qui est très fréquent chez l'homme. Vous voyez qu'en termes de mortalité, le risque de mourir du cancer du poumon, ça diminue un petit peu chez l'homme, ce qui est une très bonne nouvelle. On pourra peut-être en dire un mot tout à l'heure. Chez la femme, la réalité est très différente.
pour plein de raisons, essentiellement puisque les femmes se sont mises plus tardivement que les hommes dans l'histoire, mais aussi parce qu'elles ont finalement des expositions aux facteurs de risque de cancer du poumon un petit peu différentes. Et vous voyez que malheureusement, chez la femme, on est encore en forte progression. C'est-à-dire que le nombre de nouveaux cas par an de cancer du poumon chez la femme augmente de manière assez constante depuis les années 90 et va rejoindre tout simplement la courbe des hommes pour ensuite faire un plateau. Donc vous voyez que malheureusement, il y a encore un vrai souci et le cancer du poumon, dont on pense à tort bien souvent que c'est un cancer de l'homme, est aussi et surtout maintenant un cancer de la femme. Juste pour vous rappeler, comme on l'a dit en introduction, que non seulement il est fréquent, mais malheureusement il est mortel. La seule chose à retenir, le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde. Et pris isolément, si on prenait toutes les maladies du monde, c'est une des 5 premières causes de mortalité dans le monde en général. Alors, le cancer du poumon, vous le savez, est lié à beaucoup de facteurs de risque. Celui qu'on connaît tous et qu'on connaît bien, c'est le tabac. Alors, je vais évidemment m'appesantir 2 minutes dessus, un peu moins de 2 minutes, sinon je vais me faire gronder par l'or. Mais globalement, vous le savez, le cancer du poumon est intimement lié au tabagisme actif et également le tabagisme passif. Le fait d'être exposé au tabagisme de quelqu'un d'autre est un facteur de risque de cancer du poumon. Et ça représente en soi à peu près 80 ou 85% des cancers du poumon qu'on va avoir. À côté de ça, on a des cancers du poumon qui surviennent chez des non-fumeurs, ce qui montre bien qu'il y a d'autres facteurs de risque de cancer du poumon qui peuvent d'ailleurs s'additionner avec le tabagisme cas échéant. Et là, on en a plein. Je vous les ai listés ici. Je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont un peu longs, mais vous voyez qu'il y en a plein. Il y en a certains qui sont assez importants. La plupart d'entre eux sont accessibles à la prévention. Et ça, c'est un point qui est très important. Le cancer du poumon est un cancer qu'on peut prévenir. Donc, vous voyez qu'on va avoir les polluants professionnels. Je vais vous citer l'amiante, comme ça vous dira bien quelque chose. L'amiante qui est le plus connu des facteurs de risque de cancer du poumon d'origine professionnelle. Il y a également les radiations, au premier rang duquel le radon qui est un gaz rare que l'on va retrouver un peu partout dans l'environnement et qui est un facteur de risque de cancer du poumon, ou encore la pollution de l'air qui fait partie également des facteurs de risque de cancer du poumon. Vous voyez que ce ne sont pas les seuls, mais que ça représente le plus gros. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cancer du poumon, il a une histoire qui est un peu particulière et qui est déjà assez longue, sur plusieurs années. Contrairement à ce qu'on croit, le cancer du poumon ne va pas se développer la plupart des cancers du poumon. Certains se développent rapidement. On va prendre le modèle général, se développe la plupart du temps sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Il va évoluer de manière très progressive. Au début, vous voyez qu'il est isolé dans un poumon sous la forme d'une petite tache, d'un petit nodule. C'est un amas de cellules anormales, très petit, qu'on va pouvoir voir sur un scanner, mais tout juste au départ. Et puis progressivement, ce nodule va grossir, va progressivement venir envahir des ganglions. Les ganglions sont les structures qu'on va avoir entre les deux poumons, qui servent à plein de choses et notamment à aider les globules blancs à maturer, à devenir des globules blancs un peu vifs. Et bien là, le cancer va rentrer dans les ganglions, puis rentrer dans les ganglions encore plus gros, ce qu'on appelle les ganglions médiastinaux, entre les deux poumons, puis aller de l'autre côté, puis enfin faire des métastases. Ce qui est important à comprendre, c'est que ce processus qui est très long, très lent, se fait de manière très asymptomatique. On pose souvent la question de c'est quoi les signes précoces du cancer du poumon? Il n'y en a pas en réalité. Et c'est ça qui est compliqué. C'est que vous pouvez avoir une maladie qui se développe de manière très invasive, très importante, sans donner de symptômes. Et c'est ce que vous voyez là-haut avec le petit rectangle violet, c'est que les symptômes ne vont apparaître que très tardivement. Et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que les symptômes apparaissent tardivement. Le problème, c'est que le traitement, il est plus compliqué pour le patient et plus compliqué en termes d'efficacité quand la maladie est avancée. Et inversement, il est plus simple, en l'occurrence pour le patient, pour le docteur et en termes d'efficacité, lorsqu'il est localisé. C'est beaucoup plus simple de traiter une petite boule que de traiter un ensemble de grosses boules où il y en a un peu partout. C'est assez simple à comprendre. Alors, en ayant dit ça, on va vite comprendre l'intérêt du dépistage. Je vais passer rapidement là-dessus juste pour vous dire un point. Le dépistage du cancer du poumon est quelque chose de prouvé sur des études. Ce que je veux dire juste là-dessus, c'est vous montrer simplement qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées et qui permettent de dire le dépistage du cancer du poumon par scanner
fonctionne. Ça vient réduire la mortalité par cancer du poumon. Ça vient augmenter l'espérance de vie des gens. C'est documenté. C'est quelque chose, on le sait, c'est acté. Il n'y a pas de discussion autour de cela. Pourquoi? Eh bien, un peu pour ce que je vous ai dit. C'est qu'en réalité, la très grande majorité des cas aujourd'hui, lorsqu'on détecte un cancer du poumon, on le détecte à un stade avancé dans 3/4 des cas. 3/4 des cas se fait à un stade avancé. Quand on fait du dépistage, 3/4 des cas, on le détecte à un stade très localisé, comme ici, et donc beaucoup plus facilement traitable. Donc, vous voyez que c'est assez simple à comprendre. Spontanément, on va le diagnostiquer tardivement, peu accessible au traitement. Inversement, si on dépiste, on va réussir à l'avoir très tôt et à pouvoir le traiter beaucoup plus facilement. Donc, on augmente l'espérance de vie des gens. Alors, ceci étant dit, je passe très rapidement pour vous dire que on n'est pas les seuls à faire ça en France, bien sûr. On n'est même plutôt pas très en avance en France. Il y a plein de pays qui ont mis en place des programmes de dépistage du cancer du poumon. Je m'excuse, cette diapositive, elle est en anglais. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de pays en Europe, mais également à l'international, qui ont mis en place des programmes de dépistage. On ne va pas les détailler, mais pour vous montrer qu'on n'est pas du tout isolé dans notre coin. Les pays les plus anciens, les pays notamment les États-Unis, il y a déjà les résultats. Et vous voyez ici, si on regarde les stades de cancer au cours du temps, depuis l'implémentation du programme de dépistage, on voit que les fameux stades 1, ceux qu'on n'avait pas très fréquemment avant, et hop, ils augmentent. Et au début, et les stades 4, les stades les plus avancés, les stades où il y a des métastases, diminuent. Et vous voyez, on commence à avoir ce croisement des courbes qui montre bien, finalement, l'efficacité du dépistage. Alors en France, où est-ce qu'on en est? En France, il y a eu un grand chemin, un long chemin qui est encore en cours. Globalement, depuis 2021, on a un consensus politique et institutionnel pour doter la France d'un programme de dépistage du cancer du poumon. Pour cela, le législateur a fait le choix de passer par un programme pilote et de dire, avant de généraliser de manière systématique, on veut faire un programme pilote qui va nous permettre de vérifier quand même que ce qui a été démontré dans les essais, on va pouvoir le retrouver en population générale. Le programme pilote a été confié à l'INCa, l'Institut national du cancer, et l'Institut national du cancer a réuni les sociétés savantes pour qu'on discute ensemble sur un référentiel, sur des choses sur lesquelles on est d'accord, chez qui il faut le faire, comment, je vais vous le montrer dans 1 minute, et ensuite de mettre en place un projet pilote. On en est là actuellement. Actuellement, les experts travaillent ensemble à la réalisation d'un projet pilote. Et on est vraiment sur le point de finaliser ce document qui est attendu, pour tout vous dire, dans 15 jours. Donc, autant vous dire que c'est plein dans l'actualité, pour pouvoir doter la France dès 2025 d'un programme pilote ambitieux de dépistage du cancer du poumon, dont vous allez entendre parler dans la presse, autour de vous, par votre médecin traitant, etc., etc. Alors, juste pour vous dire, chez qui on va le faire? Chez qui on va le faire? On va le faire chez des individus qui ont entre 50 et 75 ans, c'est comme ça, qui ont fumé plus de 20 paquets années. Je vais vous expliquer rapidement après ce que c'est que 20 paquets années. Globalement, c'est chez des gens qui ont fumé de manière assez conséquente au cours de leur vie, soit qui fument, soit qui ont fumé et qui ont arrêté depuis moins de 15 ans. Au-delà, on considère qu'ils sont moins à risque. Et évidemment, on fait ça chez des gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes du cancer. Je vous ai dit, les symptômes, ils apparaissent tardivement. Donc, si on a des symptômes du cancer, il faut aller vite. Il ne faut pas passer par le dépistage. Il faut directement aller voir un médecin qui va mettre en place, évidemment, le diagnostic de ce cancer. On ne peut le faire que chez des gens qui sont accessibles à un traitement. C'est inutile d'aller dépister des gens qui seraient trop malades, trop fatigués pour subir le moindre traitement. Mais en dehors de ça, voilà chez qui on va le faire. Le paquet année, voilà, la notion finalement d'intensité de tabagisme, je vous l'explique très très rapidement pour savoir si vous êtes éligibles les uns les autres. Le paquet année, c'est 1 paquet par jour pendant 1 an. Quand je fume 1 paquet de cigarettes ou que j'ai fumé 1 paquet de cigarettes par jour pendant 1 an, j'ai fumé 1 paquet année. Si j'ai fumé pendant 5 ans la moyenne de 1 paquet par jour, je suis à 5 fois 1 paquet année, 5 paquets année. Si j'ai fumé 10 cigarettes, donc la moitié d'un paquet de cigarettes pendant 10 ans, j'ai 10 fois 1,5 égale 5 paquets années. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Évidemment, on aidera les gens à vérifier s'ils sont éligibles, mais c'est pour que vous compreniez un peu le mécanisme des choses. Comment est-ce qu'on fait? C'est le scanner. Le scanner fait par nos collègues et confrères radiologues, un scanner un petit peu particulier, il est faiblement dosé. L'idée, c'est
de réduire un petit peu la dose de rayon X qu'on va mettre pour éviter finalement de trop exposer les gens aux rayons X. Vous savez que les rayons X, c'est jamais très bon pour la santé, que ça d'ailleurs peut provoquer des cancers qu'on appelle radio-induits. Donc, c'est pour ça qu'on réduit drastiquement les choses pour éviter cela, sachant qu'on est très très loin du risque de cancer radio-induit, puisqu'on fait ça dans une population adulte un peu âgée, et que les cancers radio-induits, ils sont beaucoup plus fréquents chez les gens qui sont beaucoup plus jeunes. C'est sans injection de produit de contraste. Pour ceux qui ont déjà fait des scanners, vous voyez que c'est sans l'injection de produit de contraste. Et le rythme qu'on a choisi, c'est 2 fois espacé d'1 an, puis tous les 2 ans. Dans le même temps, il n'y a pas que le scanner. Il y aura également une consultation de tabacologie. On sait qu'à peu près 2/3 des personnes éligibles sont fumeuses. Et donc, on veut les aider et les accompagner vers le sevrage tabagique. Ça, c'est un point majeur. On sait pertinemment qu'en accompagnant les gens vers le sevrage tabagique, on va être efficace, y compris en termes d'augmentation de l'espérance de vie. Et puis, tant qu'on a des fumeurs sous le coude, si je peux me passer l'expression, on va en profiter pour faire de la prévention. On a des gens qui sont exposés aux plus puissants facteurs de risque de mortalité sous la main. On en profite, du coup, pour les accompagner et pour travailler avec eux, faire de la prévention. On va notamment parler d'emphysème, on va le visualiser sur le scanner. L'emphysème, c'est une des traductions de la BPCO, la bronchopathie chronique obstructive, les maladies du souffle qu'on a chez les gens qui fument. On a également la possibilité de voir les calcifications des artères coronaires. Les coronaires, ces artères qui innervent le cœur. Et vous savez que c'est ce qui va être pourvoyeur d'infarctus, par exemple. Et bien pareil, on a l'individu sous la main. On va en profiter pour faire de la prévention sur les maladies cardiovasculaires et également aussi sur d'autres sujets comme l'ostéoporose. Très important à comprendre de comment on va réfléchir de manière assez simple. Le scanner pourra donner 3 types de résultats. Soit il est négatif, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'anomalie, on reviendra au prochain coup dans 1 ou 2 ans en fonction des cas. Soit il est positif. S'il est positif, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, ça veut dire qu'il y a une anomalie qui mérite d'être investiguée. On sait qu'1 sur 2 à peu près est un cancer, 1 sur 2 à peu près est une lésion bénigne qui ne pose aucun problème. Et puis entre les deux, on peut avoir des lésions d'une taille intermédiaire où on ne peut pas trancher. Et on va avoir besoin de refaire un scanner 3 à 6 mois plus tard pour voir l'évolution de la lésion. Et en fonction de cette évolution, décider si c'est positif ou si c'est négatif. Donc ayez bien ça en tête, négatif, positif et intermédiaire. C'est pas angoissant à l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est à peu près 10 à 15% des tests. Dans 10 à 15% des cas, on aura un test intermédiaire. L'immense majorité, 97%, seront négatifs à la fin. Voilà, ça arrive très fréquemment. Les poumons, c'est un peu des éponges. Ils filtrent l'air et donc, en fait, ils s'infectent facilement, ils font des cicatrices très facilement. Si on fait à des fumeurs un scanner des poumons, dans 1/4 des fumeurs, on va retrouver un nodule. Heureusement, 1/4 des fumeurs n'a pas un cancer. Comme je vous l'expliquais à l'instant, il y a évidemment d'autres intérêts au dépistage. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous voyez qu'il y a le cancer du poumon, toutes les autres maladies respiratoires, cardiovasculaires. David et Pauline vont en parler, donc je ne vais pas insister là-dessus. Dans le projet national qu'on est en train d'avancer, notre idée évidemment, c'est d'offrir le projet de dépistage au plus grand nombre, c'est de permettre, l'entrée dans le dépistage par plusieurs voies pour que vraiment chacun puisse y trouver son compte. Donc, on aura des médecins généralistes avec lesquels on va travailler. Ces médecins généralistes vont dépister leur patientèle et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, que nos collègues généralistes soient fortement impliqués. Mais nous aurons aussi la possibilité que les participants soient envoyés par des ambassadeurs. Vous, par exemple, vous êtes des ambassadeurs. Laure est une ambassadrice, Oriane est une ambassadrice. Donc, tout ce réseau pourra envoyer vers un site internet, vers un centre d'appel où on vérifiera que vous êtes éligible et on vous prendra un rendez-vous dans l'un des centres de dépistage qui seront labellisés sur l'ensemble du territoire français. Et puis, on aura même des dispositifs mobiles comme celui qu'on porte dans la région. Alors, Pauline et David, ils en ont marre, j'en parle à chaque fois. Mais en l'occurrence, vous voyez, on a ce dispositif mobile qui est un camion scanner qui va aller se promener, en l'occurrence, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour aller proposer au plus près des gens de réaliser le parcours complet, le scanner, la consultation de tabaco, la visite de prévention. On aura même la possibilité de faire une prise de sang parce que dans un futur proche, on pense qu'il y aura besoin de marqueurs sanguins pour nous aider dans la décision. Voilà, j'en ai terminé. J'espère ne pas avoir été trop long, pas me faire gronder par l'heure. Normalement, je suis dans les temps. Juste vous rappeler, le programme pilote qui débutera en 2025 chez les 50-75 ans fumeurs
de manière conséquente, soit les fumeurs actifs, soit des gens qui ont arrêté depuis moins de 15 ans et qui intégrera une consultation de tabacologie et de la prévention. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'était non, c'est vrai que c'était très intéressant, très clair, et on voit bien où on va. Je sais pas, Oriane, si tu veux qu'on prenne quelques questions maintenant Oui, on peut prendre une ou deux questions et puis après, voilà, on agrégera les autres au fur et à mesure. Moi, j'en ai une, professeur Courreau. Alors, votre expérimentation, elle est super. Comment on fait pour rentrer dedans, avoir peut-être un réseau? Je ne sais pas si tous les médecins généralistes ne seront pas dedans. Vous avez parlé d'un site internet, on sera hyper contente de le relayer. Mais voilà, comment fait-on? Alors en fait, c'est vraiment ça. Nous, on va créer des outils qui seront des outils d'agrégation finalement des gens. Donc, je citais le site internet. Sur le site internet, il y aura la possibilité d'auto-valider son éligibilité pour ceux qui sont plus à l'aise avec ça, voire même de s'inscrire et voire même de prendre rendez-vous directement dans un centre proche de chez soi. Donc, tout sera sur le site internet. Et puis, pour ceux qui préfèrent le téléphone, parce que c'est parfois bien d'avoir des gens au bout du fil, il y aura la possibilité soit de cliquer sur un bouton, c'est ce qu'on appelle le web callback, c'est-à-dire qu'on cliquera sur le bouton et hop, on vous rappellera aux heures ouvrables, on ne fait pas ça à 3 heures du matin, mais on vous rappellera soit de téléphoner à un numéro abrégé, type 3033, et vous aurez des opérateurs et des opératrices spécialisés dans le dépistage du cancer du poumon qui vont vous répondre, qui vont vérifier que vous êtes éligible, vous inscrire et vous envoyer vers un des centres, un des médecins qui pourra vous inclure à l'intérieur de ce dispositif. Ça pourrait être le camion s'il passe proche de chez vous à ce moment-là. Ça pourrait être complètement autre chose. Ça sera parfois votre médecin généraliste. Ça sera parfois votre pneumologue. Ça sera parfois un hôpital pas trop loin de chez vous. Parfois un autre endroit dans un centre de soins de l'assurance maladie. Beaucoup de structures qui vont participer à cette expérimentation. Alors, une question d'Isabelle, peut-être, qui, je trouve, fait écho à une slide, mais vous n'avez pas détaillé. Si j'ai un parent, un frère ou une sœur qui a un cancer du poumon, et en fait, aujourd'hui, on a plein de proches sur mon réseau cancer du poumon, est-ce que pour certains d'entre eux, j'allais dire, c'est une population particulière pour le dépistage? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il y a un risque familial ou pas, ou si les risques environnementaux? Il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, les antécédents familiaux au premier degré biologique de cancer du poumon sont un facteur de risque bien identifié. On sait, entre guillemets, qu'il y a des familles de cancer du poumon. C'est beaucoup plus compliqué que dans le cancer du sein. Il n'y a pas le gène Angelina Jolie chez nous. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On n'a pas la possibilité sur une prise de sang de savoir qui est à risque ou pas. Ça, c'est pas possible du tout, en tout cas pas aujourd'hui. On sait juste que le fait d'avoir dans son entourage biologique au premier degré un antécédent de cancer du poumon est un facteur de risque. Premier niveau de réponse, oui, c'en est un. Deuxième niveau de réponse, je ne suis pas éligible selon les critères que vous venez de dire, mais j'estime avoir un risque plus important que la moyenne. Comment je fais? Alors là, on ne pourra pas aller dans les réseaux de dépistage normal, parce qu'en fait, le réseau de dépistage normal, en d'autres termes, il est c'est carré. On ne peut pas trop sortir des sentiers battus, il faut faire les choses comme il faut, donc on ne sort pas des sentiers battus. Mais votre pneumologue, votre médecin généraliste est la bonne personne qui va pouvoir vous dire « oui, là, je considère que vous êtes à risque » ou « là, non, je ne considère pas que vous êtes à risque » et en fonction de ça, va pouvoir décider de la stratégie adéquate. Alors, merci. Moi, je repars du coup sur ma question sur le programme que vous avez présenté qui est super. Alors, c'est un pilote, ça veut dire que il va avoir, vous comptez combien de temps pour que ce pilote sorte des conclusions et que ça devienne peut-être généralisé sur l'ensemble de la France? Alors, sans trahir quoi que ce soit, le pilote, il est programmé sur la période 2025-2029. 2025, ça sera plutôt la mise en place parce qu'on va commencer, on va dire, à voir, on va dire, la structuration à partir du 1er janvier. Donc, le temps de pouvoir organiser les choses, forcément un petit peu de temps. On va dire qu'on vise plutôt, par exemple, novembre perle l'an prochain pour pouvoir effectivement débuter en grande pompe, si j'ose dire. Évidemment, il y a déjà des initiatives qui existent. David va vous en parler, Pauline aussi. Il y a déjà des choses qui existent et évidemment, on pourra les intégrer dedans. La question, elle n'est pas là, mais j'irai un peu en grande pompe plutôt à la fin d'année 2025. Donc ça, 2025-2029. L'idée, c'est vraiment de mailler le territoire au maximum. Donc, il y aura vraiment plusieurs centaines de points d'entrée possibles dans le dispositif. Et notre idée, c'est vraiment d'embarquer
globalement, l'ensemble du territoire, probablement en plusieurs vagues, hein. La question est peut-être que tout le monde partira peut-être pas exactement en même temps, mais l'idée, c'est d'embarquer tout le monde, y compris les zones outre-mer, hein, nos collègues ultramarins. Et puis, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de relativement ambitieux en termes finalement d'effectifs, c'est-à-dire qu'on part sur plusieurs dizaines de milliers de participants, pardonnez-moi, plusieurs dizaines de milliers de participants. Donc, en d'autres termes, il y a un peu la place pour tout le monde, et c'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Merci. Alors, merci beaucoup. Le temps file un peu, donc on va passer la parole au professeur David Boulat de Marseille, donc, parce que l'idée, c'était aussi de se dire que c'est bien d'avoir ce projet, sauf que dans la vraie vie, on a vu qu'il y avait des études qui avaient montré que c'était quand même efficace, le dépistage. Donc, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Bah, il y a un certain nombre d'expérimentations, de travaux en cours, d'équipes qui, justement, mettent en place des choses pour avoir aussi de l'expérience. Et donc on vous laisse la parole pour nous parler d'expérience qui est actuellement à Marseille et ailleurs, enfin et plus largement. Merci beaucoup. Et du coup, je vous laisse peut-être afficher les diapositives et puis comme ça. Elles arrivent. Bon, ben, en tout cas, un grand merci d'avoir organisé ce webinaire pendant le mois de novembre, donc le mois sans tabac, qui est vraiment une opportunité de se poser pas mal de questions pour vous et pour votre entourage. Et puis du coup, là, donc je vais vous présenter donc un cas d'usage qui est, enfin, c'est une des modalités de faire du dépistage des cancers du poumon. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la recherche clinique. Et donc, ce que je vais vous présenter, c'est une saga de 3 études successives. Donc qui ont commencé depuis 2019, donc à l'hôpital Marie-Lanoux, à l'époque où j'étais collègue et je suis toujours d'ailleurs collègue avec Pauline Prader. Donc c'était l'étude Prévalung et puis du coup en arrivant à Marseille depuis 2020, j'ai pu continuer la saga des études Prévalung. Voilà, donc l'idée c'est de vous présenter voilà comment on fait de la recherche, à quelles questions on souhaite répondre. Et puis de voir les perspectives et puis d'essayer de comprendre quel est l'état d'esprit dans lequel on est, quels sont les concepts derrière qui nous amènent à nous poser ces questions, dans l'idée de contribuer donc à notre niveau à résoudre des petits problèmes d'un grand problème. Hein. On va jamais tout régler tout seul, mais on est obligé de s'attacher à des problèmes précis et d'essayer de structurer les choses avec une démarche à très court terme, moyen terme et puis plus long terme. Donc, alors, je voudrais juste commencer avec une vision un peu globale des maladies liées au tabac. Et les maladies liées au tabac, on pourrait les nommer les tabacopathies. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans les tabacopathies, c'est que souvent, ça concerne les mêmes personnes, mais qui peuvent avoir des maladies différentes. Donc, autant ça peut être des patients qui ont une maladie cardiaque et qui vont avoir une maladie liée au tabac, mais en même temps, ces mêmes personnes peuvent développer une maladie pulmonaire, une BPCO. Et en même temps, ils peuvent développer une maladie cancéreuse, type un cancer du poumon. Et il faut savoir que souvent, ce sont les mêmes personnes qui vont avoir affaire au système de santé à différents moments. Et clairement, hein, plus on va intervenir tous, ce que disait Sébastien Courreau, plus on va pouvoir enrayer la mécanique des maladies. Et en agissant sur des choses très simples comme le sevrage tabagique, en fait, on va éviter toute une cascade de maladies. Et ça, c'est la prévention, c'est éviter que les maladies apparaissent. Donc, ce que je voudrais faire passer comme message très simple, c'est que dans les tabacopathies, pour faire très simple, il y a 4 types de maladies, mais en fait, il y en a beaucoup plus, parce qu'il y a des maladies de la conception, des femmes enceintes, des retards de cicatrisation, tout type de cicatrisation, des problèmes de consolidation des os après les fractures, etc. Mais pour ce qui concerne les problèmes de santé publique, et dont Sébastien Courreau vous a dit que la BPCO, le cancer du poumon, les maladies cardiovasculaires, si on prend les AVC, les infarctus du myocarde, en fait, c'est 4 des 5 causes de mortalité les plus importantes dans le monde. Donc, 4, c'est les maladies liées au tabac. La 5e, c'est Alzheimer, c'est principalement lié à l'âge, et le tabac a également un rôle dedans. Vous voyez, dans les 5 causes de mortalité les plus fréquentes dans les pays développés dans le monde, ce sont des maladies liées au tabac, ou en tout cas, le tabac contribue. Et donc, ça, c'est très important à comprendre, c'est que souvent, les personnes qui ont des maladies liées au tabac, en tout cas le dépistage du cancer du poumon ne doit pas se contenter simplement de faire du dépistage du cancer du poumon. Pour vous dire que la nicotine, la dépendance, c'est une maladie liée au tabac, mais la nicotine n'est pas dangereuse, donc c'est un message très important et qu'on va aider les personnes à arrêter de fumer en leur donnant de la nicotine justement, souvent sous forme de patch et de forme orale, et éventuellement de vape, même si c'est pas un médicament. En tout cas, voilà, ce qui est toxique, c'est la combustion de la fumée tabac, de la plante de tabac, et donc du coup,
la nicotine, la dépendance, c'est une maladie, mais la nicotine n'est pas toxique. Et ensuite, ce qui va intéresser du coup les personnes qui s'intéressent aux maladies liées au tabac, ce sont de régler les problèmes des cancers qui sont liés au goudron, de tâcher d'enrayer les maladies cardiovasculaires, de les dépister précocement et de les traiter. Donc ça, c'est lié à d'autres composants dans le tabac qui sont le monoxyde de carbone, le CO et des agents oxydants qui vont abîmer les artères, qui vont boucher les artères. Et aussi, il y a des agents irritants, inflammatoires dans le poumon qui vont participer à la destruction du poumon et à ce qu'on connaît sous le nom de emphysème ou BPCO, bronchite chronique obstructive. Et donc, voilà, pris ensemble, les cancers, les maladies athéromateuses, cardiovasculaires, donc infarctus du myocarde, AVC, artères des jambes qui se bougent, et les maladies respiratoires chroniques, la BPCO, la toux du fumeur, tout ça, ce sont des principales causes de mortalité dans le monde, et c'est lié au tabac. Donc prévalence, c'est quoi? Prévalence, c'est tout bête, c'est après l'avis de la Haute Autorité de Santé 2016 de dire que il n'y a pas assez de données en France pour recommander le dépistage du cancer du poumon. Et notamment parce que il y avait des arguments de dire c'est pas facile d'identifier les personnes à dépister, puis en plus c'est des personnes qui sont quand même malades à cause qui ont d'autres maladies liées au tabac, justement, ils ont plus de 50 ans, ils peuvent avoir des maladies cardiaques, maladies pulmonaires. Donc du coup, est-ce que faire du dépistage chez ces personnes-là, ça va vraiment rendre service? Est-ce qu'on va pas trouver des cancers qu'on va guérir mais ils vont mourir d'autres choses, etc. Donc il y avait ces questions-là. Et donc nous, on a posé une question très simple. C'était une des questions non résolues dans le dépistage des cancers du poumon, c'est qui est-ce qu'il faut dépister? Donc, très récemment, avec l'INCa et dans le monde, on arrive à se mettre d'accord sur une cible entre 50 et 75 ans, avoir fumé 20 paquets années, actif ou être encore tabagique actif ou avoir été fumé dans les 15 ans, etc., etc., ce que vous a présenté Sébastien Corot. Mais on sait très bien que si on reste dans ces critères-là, on va quand même rater un certain nombre de personnes qui peuvent avoir un cancer du poumon, qui peuvent avoir un intérêt individuel à faire du dépistage. Et donc, il y a également le fait que quand on interroge quelqu'un sur combien il a fumé, etc., c'est pas un critère qui est très précis. Si on a fumé 9 cigarettes par jour, enfin c'est difficile. Des fois on en fume 9, des fois on en fume 15. En soirée on en fume 2 paquets. Il y a le tabagisme passif. Des fois il y a un joint. etc. Donc c'est pas très précis. C'est pas des critères objectifs, même si c'est très efficace pour recruter les personnes. Mais la question c'est est-ce qu'on peut mieux faire et est-ce qu'on peut capter des personnes avec d'autres critères. Donc nous on a mis une hypothèse simple. On a dit voilà, des personnes qui viennent à l'hôpital, qui ont une maladie liée au tabac, c'est-à-dire qui ont fumé, qui ont plus de 45 ou 50 ans, qui ont fumé pendant au moins 10 ans, et qui ont déjà une maladie liée au tabac, qui est par exemple, là dans le cas de Prévalence, une maladie athéromateuse, c'est-à-dire des artères bouchées, soit du cœur, soit des jambes, soit du cerveau, est-ce que ce serait un bon critère pour faire du dépistage chez ces personnes-là? Et donc c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on a fait du dépistage des cancers du poumon, et notre critère d'inclusion, c'était d'avoir déjà une maladie liée au tabac, et là c'est une maladie cardiovasculaire athéromateuse, c'est-à-dire des artères qui se sont déjà bouchées, et des personnes qui sont déjà suivies par un cardiologue, par un chirurgien vasculaire, etc. Et la question scientifique qu'on a posée, c'est quelle est la prévalence? Donc tout à l'heure, Sébastien vous a parlé d'incidence, donc l'incidence c'est le pourcentage de nouveaux cancers dans la population par an. La prévalence, c'est quand on fait un scanner à un moment donné, combien il y a de personnes qui ont un cancer à ce moment-là. C'est ça la prévalence. Et donc on s'est demandé, voilà, quelle est la prévalence des cancers du poumon chez les personnes qui ont des maladies athéromateuses liées au tabac. Et donc on a fait, donc là c'était à Marie-Lalonde, on a fait, donc Marie-Lalonde c'est un hôpital où il y a des patients qui ont des maladies cardiovasculaires et des patients qui ont des cancers du poumon. Donc on a dit, on va dépister le cancer du poumon chez les patients qui ont des maladies athéromateuses. Donc c'était assez simple, ils passaient d'une consultation à l'autre. Et donc on a mesuré cette prévalence parmi 500 personnes. Voilà, donc en fait, les personnes ont une maladie athéromateuse, ils viennent à l'hôpital, en consultation d'hospitalisation. On leur pose des questions pour savoir leurs facteurs de risque, les antécédents personnels, familiaux, de cancer du poumon, est-ce qu'ils ont été exposés à des toxiques dans le cadre de leur métier, etc. On fait des questions de qualité de vie, on fait tout l'historique du tabagisme et on leur demande s'ils fument encore, parce que s'ils fument encore, on va leur proposer d'être accompagnés pour le sevrage tabagique. Et on organise dans les mois qui suivent un scanner, et ce qu'on a ajouté pour la recherche, c'est une biobanque. Vous allez voir après à quoi ça sert. C'est une biobanque, c'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements de sang et de sel qu'on va congeler pour faire une bibliothèque, si vous voulez, une banque de sang et de sel, pour pouvoir faire des analyses biologiques complémentaires aux analyses sanguines dans le cadre de la recherche. Et on a suivi ces personnes-là pendant 1 an pour savoir voilà, quel est le taux de cancer du poumon la première année. Donc je donne le résultat, c'était 3%.
Donc il y a 434 personnes qui ont eu un scanner, il y a eu 3% de cancer du poumon, donc ça fait 15 personnes avec un cancer du poumon, ce qui fait 3%. Et dans 70% des cas, les cancers étaient de stade précoce, donc en fait on a pu opérer des personnes qui avaient des cancers du poumon de stade 1 ou 2, dans 70% des cas, et donc c'était des personnes qu'on a pu intercepter au bon moment et qui ont pu reprendre une vie normale après la chirurgie du cancer du poumon. Et donc c'est une étude globalement qui a démontré, enfin, on a pu mesurer ce qu'on voulait mesurer et qui est une des études qui remontre encore une fois que le dépistage permet d'intercepter les cancers des stades qu'on peut guérir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça corrobore le fait que le cancer du poumon, c'est un cancer de bon pronostic à partir du moment où on le dépiste, on le diagnostique précocement. Et diagnostiquer précocement, c'est quoi la méthode? C'est de faire le dépistage. Donc le risque, c'est de ne pas faire le dépistage, si on veut le formuler comme ça. Et donc ensuite, en 2020, je suis arrivé à l'hôpital Nord de Marseille, et donc mon idée, c'était de refaire un Prévalung. Et là, le but, c'était plus simple, c'était dans un nouvel environnement hospitalo-universitaire de plus grande ampleur, parce que Marie-Lannelongue, c'est un petit hôpital, c'est un peu une Formule 1, il y a 1000 personnes qui travaillent dedans, et donc c'est vraiment très très réactif, très 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 facile de mettre en place des projets, des scanners, des prises de sang, le biobanking, etc. L'hôpital Nord, c'est un hôpital beaucoup plus gros, il y a 18 000 personnes qui travaillent dedans, et donc du coup, la question c'est est-ce qu'on pouvait refaire la même chose qu'à Marie-Lannelongue, c'est-à-dire faire du dépistage intra-hospitalier chez des personnes qui ont déjà des maladies liées au tabac. Donc c'était ça le but. Donc tout ce qu'on a fait simplement, c'est que donc là on a été moins ambitieux, on a dit voilà, on va le faire chez 160 personnes juste pour mettre en place tout le processus de consultation, de scanner, de prise de sang. Et par contre, dans le concept, on va élargir le concept de maladies liées au tabac athéromateux aux autres maladies liées au tabac, c'est-à-dire les BPCO, les maladies respiratoires chroniques, les patients qui ont déjà eu des cancers liés au tabac mais qui sont guéris depuis plus de 5 ans, ou alors qu'on des cancers de très très bon pronostic, par exemple un cancer du col peu invasif, un polype du côlon, un cancer de prostate qui est qui est très très bien contrôlé, ou des petits cancers de la peau qui ont été enlevés, eh bien on va considérer que ces personnes ont des maladies de tabac, puisqu'il y a 17 cancers liés au tabac, par exemple. Donc, voilà. Si on a déjà eu un cancer lié au tabac, on est plus à risque de cancer du poumon. Et aussi on a élargi aux critères d'éligibilité des grandes études de dépistage qui ont démontré l'intérêt. Et on a fait exactement la même chose. Et on a retrouvé à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'on avait entre 1 et 3% de diagnostic de cancer du poumon, et là pour le coup c'est 100% de stade précoce. Mais c'est des plus petits chiffres, donc il y a de la variabilité. Et donc du coup, ce qu'on a fait avec la première étude Prévalung, c'est que je vous avais dit qu'on avait mis en banque des prélèvements de sang et des prélèvements de sel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris parmi les 434 personnes chez qui on a pu faire le scanner et faire la prise de sang, on s'est dit ce serait intéressant, donc c'est un objectif secondaire de l'étude, on s'est dit ce serait intéressant, et c'est un besoin qui est reconnu au niveau international, ce serait intéressant de se poser la question, est-ce qu'on peut reconnaître les personnes qui ont un cancer du poumon à la prise de sang? C'est-à-dire, est-ce que si on regarde la constitution des marqueurs d'inflammation, d'immunité, de métabolisme, c'est-à-dire comment la constitution de la flore digestive, est-ce que les personnes qui ont des cancers, dans le cas du dépistage, c'est-à-dire qui n'ont aucun signe de cancer, est-ce que leur prise de sang est différente que les patients qui n'ont pas de cancer? Donc en fait, on a fait ce qu'on appelle une étude cas témoin, c'est-à-dire les cas, c'est les personnes qui ont des cancers, et on a comparé leur prise de sang avec des personnes qui leur ressemblaient en termes d'âge, de sexe, de durée de tabagisme, de type de maladie athéromateuse, etc., mais qui n'avaient pas de cancer après le dépistage. Et donc, on a trouvé des différences en termes d'inflammation, d'immunité, de métabolisme et de flore digestive. Mais simplement, quand on trouve des différences dans un petit nombre de personnes, c'est-à-dire là 430 personnes, c'est pas beaucoup. En fait, c'est pas vraiment suffisant pour dire c'est sûr que c'est des marqueurs qui prédisent le risque d'avoir un cancer de stade précoce, etc. Donc, ce qui est nécessaire de faire dans ce cas-là, c'est de valider ce qu'on a trouvé chez d'autres personnes et avec ce qu'on appelle des cohortes, des groupes de personnes de plus grande ampleur. Et ça, c'est donc la dernière étude que je vous présente, donc c'est la suite de Prévalung, c'est une étude de validation. Et le but, c'est de valider les biomarqueurs de Prévalung dans le cadre d'un projet européen, avec l'utilisation de grandes cohortes qui existent déjà. On a déjà les prises de sang et les suivis, donc on fait une validation, ce qu'on appelle rétrospective sur des données existantes. On va inclure des nouvelles personnes qui ont des maladies athéromateuses, et donc ce coup-là, c'est européen et c'est 2750 personnes
le but, c'est de prédire le risque d'avoir un cancer dans les 2 ans. Donc, on va faire un scanner de dépistage, la prise de sang, et on va suivre les personnes pendant 2 ans pour confirmer que les marqueurs qu'on a identifiés dans Prevalent peuvent prédire le risque d'avoir un cancer du poumon dans les 2 ans. Et l'étape d'après, c'est même d'aller démontrer que ces marqueurs d'inflammation, etc., on pourrait éventuellement les normaliser, c'est-à-dire s'ils sont élevés chez certaines personnes qui sont à risque de cancer du poumon, mais en fait, on veut prouver qu'on peut les normaliser en arrêtant de fumer, en faisant de l'activité physique, éventuellement avec des médicaments anti-inflammatoires qui modulent l'immunité ou en changeant la flore digestive. Et donc ça, ce serait prouver le concept qu'on pourrait faire de la prévention. C'est exactement de la même manière que quand on a le cholestérol élevé, ça augmente le risque d'avoir un infarctus du myocarde, mais que quand on réduit son cholestérol, on réduit le risque d'infarctus. Et bien, en fait, on veut développer des facteurs de risque biologique de cancer du poumon qui permettraient à terme de réduire l'incidence des cancers, c'est-à-dire de réduire le nombre de cancers qui apparaîtraient et de mesurer le risque d'avoir des cancers pour personnaliser le suivi, des fois faire des traitements en plus du sevrage tabagique, des fois, si on est à faible risque, finalement, peut-être élargir les tours de dépistage ou arrêter le dépistage si en fait, biologiquement, on n'a aucun risque de cancer du poumon. Et voilà, donc j'en ai terminé. Donc ça, c'est juste pour vous montrer donc le consortium européen. Donc voilà, c'est très important de soutenir la recherche en France puisque c'est par le travail en équipe. Et donc du coup, je salue mes collègues Pauline et Sébastien Courreau qui participent à Prevalung Bioception, qui sont déjà ou qui vont devenir des centres investigateurs. Et donc, ça permet, vous voyez, d'être ambitieux pour les patients et d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice de la résolution des problèmes. Il y a énormément d'autres problématiques dans le dépistage des cancers du poumon, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour convaincre les personnes de faire le dépistage, comment est-ce qu'on fait pour les maintenir à bord du dépistage, comment on fait pour améliorer la qualité de vie, comment est-ce qu'on fait pour réduire les événements indésirables liés à des actes futiles, etc. Donc il y a plein d'autres questions, mais voilà, pour ces questions-là, vous voyez, il y a un cheminement qui est possible et grâce à la Commission européenne pour le projet européen, grâce à l'Institut du cancer, grâce en fait à des investissements d'État, on peut être ambitieux pour les personnes et contribuer, comme je vous ai dit, à essayer de résoudre les problématiques. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Et du coup, je salue Alexandre qui nous écoute et qui fait partie aussi de l'équipe patient dans Prevalung, puisque pour l'instant, c'est beaucoup vous, les chercheurs, qui travaillez. Mais après, il y a vraiment, on a aussi à cœur de faire connaître tout ce que ça pourrait changer, tous ces travaux qui font bouger les lignes. Donc voilà, de très belles expérimentations à redécouvrir en regardant le site, en suivant tout ça. Il faut noter qu'en France, il y a je pense, une quinzaine de projets différents pour, comme vous l'avez souligné, on se pose des questions précises, on fait une étude, on répond à une question précise, et c'est toutes ces questions mises bout à bout et finalement, on va retrouver probablement une part de ces démarches dans l'approche du dépistage et comment faire le mieux possible pour faire bouger les lignes. On a parlé tout à l'heure du fait que le cancer du poumon concernait beaucoup les femmes. Certaines des patientes qui sont arrivées sur nos réseaux, mon réseau cancer du poumon, ont pu, découvrir la maladie grâce à ces dépistages dédiés aux femmes. Ça, c'était l'étude Cascade dans 4 ou 5 régions de France. Donc il y a pas mal de propositions. On a préparé un petit lien, je vous le remettrai sinon, où vous pourrez retrouver aussi d'autres expérimentations. Mais il est bien temps qu'on passe maintenant la parole à Pauline Prader, au docteur Pauline Prader, et puis on reprendra tout un temps de questions, pour que tout le monde puisse quand même avoir le temps de bien s'exprimer et de présenter les projets. Alors vous portez quelque chose qui est assez génial, je dois dire, c'est comment faire mieux aussi entre le moment où on trouve quelque chose d'un peu suspect, donc sur un scanner, parce qu'il y a eu une question, on pourrait peut-être juste poser celle-là, est-ce que on fait plus de radio des poumons, est-ce que c'est pas une perte de chance? C'était une des questions. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça entre radio, scanner? Est-ce qu'on doit tous savoir que pour est-ce qu'on oublie la radio en fait? Et puis du coup, quel est votre projet pour qu'on aille plus vite au traitement quand on a quelque chose de suspect? Donc, alors, ouais.
Bonjour à tous, donc moi je suis pneumologue à Marie-Lalonde, merci beaucoup de m'avoir invitée. Pour ce qui est de cette question d'un participant sur la radio, malheureusement la radiographie de thorax, c'est vrai qu'elle est plus facilement accessible encore dans beaucoup d'endroits de France, mais finalement elle n'est pas du tout assez précise pour pouvoir éliminer une anomalie suspecte. Et avec les nouvelles machines de scanner, il y a extrêmement peu d'irradiation. Un scanner actuellement c'est très peu de rayons X en plus par rapport à une radio, et donc vraiment à la fois on gagne de la puissance et avec pas beaucoup de surcroît d'irradiation. Donc vraiment, la radio, c'est pour cette question-là, en tout cas, c'est un examen qui n'est plus recommandé. Voilà, donc moi, je vais vous présenter un sujet un peu différent qui est le sujet du diagnostic rapide. Donc, une fois que le dépistage a été fait ou alors dans d'autres circonstances. Je travaille à Marie-Lalonde, qui est un hôpital qui est situé en Île-de-France, en banlieue sud. Et du coup, après 2-3 ans de travail à Marie-Lalonde, j'ai décidé de monter ce circuit de diagnostic rapide en faisant plusieurs constats. Le premier constat, c'est que les patients ont un accès difficile au centre expert, alors que c'est très très important dans le cancer du poumon de raccourcir au maximum à la fois les délais diagnostiques et à la fois les délais de mise en traitement. Pour vous faire un exemple, sur le petit graphique est représenté ce que recommandait la Société britannique de pneumologie il y a déjà plus de 20 ans, un délai de 7 jours entre le scanner et la consultation avec le médecin généraliste, puis de 14 jours pour voir un pneumologue, de 30 jours après le scanner pour avoir un diagnostic de certitude, et en cas de chirurgie, une chirurgie dans les 70 jours. Ça, malheureusement, on n'y arrive pas beaucoup, notamment parce que arriver au premier rang, qui est la consultation avec le pneumologue, est souvent très compliqué, à la fois pour les patients et à la fois pour leur docteur. Cette situation-là, elle est d'autant plus vraie dans les déserts médicaux. Donc, à Marie-Lalonde, on a beaucoup de patients qui viennent du sud de l'Île-de-France, et on a beau être en Île-de-France, on a une proportion de patients qui n'a pas de médecin traitant qui est très important. Et on peut voir que la population de patients qui n'a pas de médecin traitant en France ne fait qu'augmenter. Dans certaines régions, elle est à, là c'est des chiffres de 2022, elle est à presque 15% de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et même les patients qui ont un médecin traitant, ils ont souvent un accès difficile à leur médecin parce que les médecins sont surchargés et donc ont des difficultés à voir leurs patients rapidement, et notamment à les revoir une fois qu'ils ont fait leur scanner des poumons. On sait aussi que les délais d'attente et les délais d'accès aux spécialistes sont longs. Là, c'est un exemple pour un radiologue. Donc, par exemple, quand on veut faire un scanner, le délai médian en France était de 21 jours en 2018. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a aussi une prescription de scanner pour accéder au radiologue, ça rajoute encore un temps supplémentaire, et donc on est bien loin des délais recommandés par toutes les sociétés savantes. Et le deuxième constat qui nous a mené à Marie-Lalonde à mettre en place un Stadiag, c'est la place croissante du digital, d'Internet en santé, et le rôle de plus en plus différent que ça fait prendre aux patients, qui finalement, on voit de plus en plus de patients qui décident eux-mêmes qui sont acteurs de leur parcours de soins. Il y a beaucoup de patients qui cherchent des réponses quand ils sont très bien entourés par leur médecin traitant, mais ils n'ont pas besoin de faire ça, mais régulièrement, parce qu'ils n'ont pas de médecin traitant ou parce qu'ils ont des difficultés d'accès à leur médecin, ils cherchent même des solutions à leurs problèmes. Et les dernières statistiques en 2020, donc c'était il y a 4 ans, donc elles ont encore augmenté. 88% des Français utilisaient au moins un service numérique en santé, que ce soit le site d'Amélie ou autre chose. Et 42 millions de Français utilisaient Doctolib, pour ne pas faire de la pub pour eux en 2020. Mais c'est des chiffres qui ont encore augmenté. Ça devient central dans l'organisation de la santé en France et partout dans le monde. Donc la réponse à ces constats de départ, c'est de créer un programme qui facilite le parcours du patient et qui annule l'effet réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le patient qui a un médecin traitant qui a les contacts ou qui lui-même a les contacts qui va pouvoir être pris en charge rapidement dans un centre expert. Cet effet réseau, on veut l'annuler au maximum, et on veut créer un parcours de soins qui soit accessible par le patient comme par son médecin. Et l'objectif, bien sûr, c'est de réduire les inégalités de santé. On a tous accès au centre expert. Donc, on a créé un parcours de soins qui est accessible par une plateforme en ligne. Donc, c'est une plateforme Internet, et c'est pour tous les patients qui ont une forte suspicion de scanner de cancer du poumon. Donc, on a mis une barre à un nodule qui fait au moins 1 cm. Donc, c'est vraiment pas du tout un circuit qui s'adresse à tous les micronodules qui sont pris en charge dans le cadre du dépistage, avec des recommandations qui sont faites en général par les radiologues de suivi régulier. C'est vraiment des gens
qui ont une anomalie qui nécessite une prise en charge rapide. Et à la fois le patient, mais à la fois aussi le médecin peuvent demander une prise en charge. Il y a quelques questions, il faut répondre à quelques questions, le statut vis-à-vis du tabagisme par exemple, les traitements qu'on prend, son histoire médicale, nous joindre la photographie du scanner et avec ça, à Marie-Lalonde, on regarde le dossier du patient, autant que possible, on regarde les images du scanner à distance et on voit premièrement si le patient en effet nécessite d'être pris en charge rapidement et s'il nécessite d'être pris en charge rapidement, on organise cette prise en charge. Et nos principes, donc d'abord, comme je vous disais, l'accessibilité. Le deuxième principe, c'est l'anticipation. Du fait qu'à Marie-Lalonde, on a beaucoup de patients qui viennent de très loin. On voulait éviter au maximum les patients qui viennent pour une simple consultation. Et le fait d'avoir déjà les principaux éléments du dossier des gens qui font une demande chez nous, et puis le fait de pouvoir regarder leurs images avant qu'ils viennent, parce que majoritairement maintenant dans les cabinets d'imagerie, on a des codes d'accès et on peut voir les images. Donc le fait de pouvoir voir le dossier du patient avant qu'il vienne, ça nous permet de programmer une consultation d'accueil bien sûr, mais aussi de faire venir le patient pas uniquement pour la consultation avec nos pneumologues, mais pour commencer déjà les premiers examens qui vont être nécessaires pour avoir un diagnostic. Et puis, bien sûr, ça ne marche que parce que le parcours est coordonné. Et je travaille notamment avec des secrétaires médicales qui ont été spécialement formées, qui suivent le parcours. C'est parfois très compliqué, le diagnostic du cancer du poumon. À la fois, avoir une biopsie qui diagnostique le cancer, savoir quel est le meilleur traitement. Parfois, ça nécessite beaucoup d'examens qui peuvent être éprouvants pour les patients et qui augmentent le risque que le parcours dure longtemps, qu'on perde de vue les patients. Et donc, vraiment, il faut une coordination paramédicale, par des secrétaires ou des infirmières. Des infirmières, ça dépend des endroits, mais qui soit très, très sérieuse. Voilà. Et puis ensuite, on a créé un livret d'information du patient qui est disponible sur Internet, du fait qu'on anticipe le parcours de soins, qu'on programme des examens avant que le patient soit chez nous. On a fait un livret du patient qui explique tous les examens, à quoi ils servent, quels sont les risques, quels sont les bénéfices attendus. Bien sûr, on leur explique tout cela quand on les revoit en présentiel, mais on a créé cette brochure aussi pour que le patient, qui est toujours un patient très stressé, bien sûr, puisse avoir le maximum d'informations concernant les examens qu'il va faire. Du coup, on avait fait une première publication pour expliquer un petit peu comment ça se passait. C'est vrai qu'au début, il y a eu une certaine réticence de certains médecins à organiser ce parcours parce que il y a cette idée qu'on prescrit des examens pour un patient qu'on n'a jamais vu. Finalement, on dit ce patient-là, il lui faut un PET scan, on programme le PET scan et on n'a pas vu le patient. Donc, on a vraiment eu à cœur de vérifier que pour les patients, ce type de parcours n'était pas quelque chose jugé anxiogène. Donc, sur les 125 premiers patients qu'on avait inclus, on a pu remarquer d'abord que 4 patients sur 10, en fait, ils demandaient une prise en charge tout seuls. Il n'y avait pas de médecin qui les encadrait, ils demandaient une prise en charge tout seuls parce qu'ils étaient un peu dans la nature, ce qui, bien sûr, est d'une certaine façon assez terrible, mais en tout cas, voilà, 4 demandes sur 10 émanaient des patients et ça n'a pas changé depuis. On a pu maintenir des délais courts qui sont encore vrais aujourd'hui avec un délai médian de 5 jours entre la sollicitation du patient et la journée d'accueil avec la consultation avec le pneumologue et au moins un examen. Et puis, on a couplé au moins un examen autre que la consultation pour 94% des patients. Dans nos premiers patients, dans 75% des cas, ils avaient un cancer, dont 93% de cancer pulmonaire. Et on a eu la bonne surprise d'avoir un fort taux de patients opérables avec 38% de patients qui pouvaient être opérés d'emblée. Et la satisfaction globale des patients, qui était très importante pour nous, était excellente. Et finalement, on n'a pas de retour négatif sur le fait qu'on anticipe les examens. C'est quelque chose qui est très bien accepté et même qui est demandé par les patients. C'est vrai qu'on a des patients qui font 300 km pour voir un pneumologue, puis 300 pour faire un PET scan, puis 300 pour faire les tests du souffle. Et c'est quelque chose qui est extrêmement éprouvant. Du coup, cette anticipation, elle est globalement très bien reçue par les patients. Donc, il y a des initiatives similaires en France. Il y a des initiatives notamment, je n'en cite que 2 parce que je les connais, mais à Bordeaux et à Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, c'est pas sur le poumon, mais à Bordeaux, c'est sur le poumon. Et de plus en plus de structures comme ça créent des circuits diagnostiques rapides qui sont accessibles par Internet.
Je pense que c'est extrêmement important pour coller aux nouveaux usages en santé des patients, pour améliorer leur parcours, pour qu'ils soient pris en charge plus rapidement. Et l'année dernière, on a été accompagné par l'Institut national du cancer avec 6 autres parcours aussi, qui portent sur d'autres maladies, mais tous les 7 parcours accompagnés par l'INCa avaient exactement le même objectif, faire en sorte qu'on travaille mieux avec la médecine de ville et que les hôpitaux soient plus facilement accessibles aux médecins de ville, faire en sorte que les patients puissent plus facilement accéder aussi aux centres experts pour finalement que le diagnostic soit plus précoce et le traitement aussi, et donc le pronostic des patients soit meilleur. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. J'essaie de faire rapide parce qu'il est 19h01. Merci à tous. Merci beaucoup. Comme ça, on va pouvoir vous poser quelques questions. Alors déjà, franchement, moi, je connais le cancer du poumon depuis longtemps. Le professeur Couraud peut en témoigner. Il y a eu un changement avec toute la dynamique des thérapies, de prise en charge. Et là, vraiment, il manquait ce petit truc en plus pour faire bouger encore plus les lignes. Donc, vraiment, c'est formidable tout ce que vous avez mis en ligne, en place. Docteur Prader, j'ai partagé là à l'instant sur le chat le site de Marie-Laine Long, vérifier si c'est le bon site sur lequel les gens peuvent prendre rendez-vous. J'ai une question pour le docteur Boulat. Docteur Boulat, vous avez parlé des paquets années, etc., des critères, des facteurs de risque. Vous avez évoqué un moment le cannabis. Quid du cannabis? Je parle sous le contrôle de Pauline qui est assez experte dans le domaine. Juste pour dire que, de manière très simple, le cannabis c'est très 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 toxique et donc ça donne des cancers du poumon chez des patients jeunes, qui ont moins de 50 ans, 40 ans parfois, même des fois moins. Donc c'est vraiment dramatique. Ça accélère vraiment l'apparition de la maladie pour 2 raisons. Puis je vais laisser Pauline et Sébastien compléter. C'est que déjà dans les joints on met du tabac et que les molécules présentes dans le cannabis augmentent l'absorption du tabac et donc en fait la toxicité du tabac. C'est-à-dire que le THC ça dilate les bronches et du coup au lieu de prendre juste la cigarette qu'on fume, ce qui est toxique c'est la combustion de la plante de tabac qui est dans le cannabis, qui est dans le joint, et en fait on absorbe, c'est comme si on fumait 6 ou 7 cigarettes quand on fume un joint. Donc c'est très très toxique, donc ça expose 6 fois plus au risque de cancer, au monoxyde de carbone, à l'EPCO, ça détruit 6 fois plus les poumons, et du coup on a un cancer du poumon beaucoup plus rapidement. Et puis voilà, je vais m'arrêter là, je vais laisser Pauline et Sébastien compléter. Non, mais c'est sûr, le cannabis a souffert pendant longtemps d'un défaut de recherche dans ce domaine parce que premièrement, c'était illégal dans de nombreux pays pendant très longtemps et puis c'est toujours associé au tabac dans la majeure partie des cas. Donc on dit toujours, c'est le tabac, c'est le tabac. En fait, la fumée de cannabis, même si c'est que de l'herbe, contient énormément de carcinogènes et de plus en plus de recherches est faite dans ce domaine pour prouver justement que ça a un rôle très défavorable sur la survenue des cancers. Donc on parle beaucoup du CBD à visée antidouleur dans le cancer et tout ça, mais il faut vraiment pas confondre les produits à base de CBD qu'on peut consommer comme ça et qui ont même dans certains cas des possibilités de prescription par des médecins et le fait de fumer un produit issu de la combustion qui contient beaucoup de carcinogènes. Donc grande prudence sur le cannabis et en effet on a l'impression d'une le taux, là, on a fait une étude sur 150 patients de moins de 60 ans avec un cancer du poumon. On a montré, là, une étude qui vient de se terminer, qu'il y a 40% des patients qui fument ou qui ont fumé du cannabis en moyenne pendant 25 ans et en moyenne 4 joints par jour. Donc, c'est des consommations vraiment massives avec un âge au diagnostic du cancer qui est plus faible que les patients qui n'ont fumé que du tabac. Donc, vraiment grande prudence sur ce sujet. Merci beaucoup. Alors, c'est un sujet qui est très important et on s'est dit d'ailleurs qu'on ferait probablement une webconférence dédiée pour parler plus largement du tabac, du cannabis et aussi des solutions d'accompagnement sur le sevrage pour que ce soit, vous parliez aussi de formation, que tous les soignants, les infirmières puissent largement nous guider, etc. Donc, on dédiera dans quelques semaines une autre session pour ça. Il y a quand même plusieurs questions.
finalement qui rentre évidemment pas dans le cadre du dépistage organisé du cancer du poumon qui se met en place, enfin des maladies liées au tabac et ces risques respiratoires qui va se mettre en place. Mais c'est vrai qu'on a 20 à 30% des patients qui sont non fumeurs et pour certains qui sont vraiment pas fumeurs du tout. Il n'y a pas d'environnement entre guillemets de tabagisme passif ou autre. Et souvent, c'est des patients qui ont des maladies avec des mutations. Et du coup, ils s'inquiètent un petit peu de savoir si est-ce qu'il y a des pistes pour progresser pour le diagnostic de ces personnes qui, en fait, où tout le monde est surpris. Le patient est super surpris d'avoir un cancer du poumon, mais son médecin aussi, en fait. Et ça participe souvent au retard. Est-ce qu'il y a d'autres types de recherches pour ce type de cancer-là, donc où c'est pas a priori pas lié au tabac, en tout cas pas en premier lieu? C'est pour moi. Ouais, je pense. Je voulais laisser Pauline. Je croyais que Pauline allait Non, répondre. non, Tu c'est compléteras pour si je dis des bêtises. Alors, sur le diagnostic du cancer du poumon du non-fumeur n'est pas particulier, j'aurais tendance à dire, et donc il répond à une logique assez habituelle pour nous. Simplement, comme vous le dites, hein, Laurent, il faut y penser. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, on pense au cancer du poumon quand on est généraliste ou pneumologue. Chez un fumeur, on y pense beaucoup moins chez un non-fumeur. Donc ça, première chose, c'est pas très simple. Il faut y penser. Et comme les signes sont pas très spécifiques, c'est pas forcément très simple, on va dire, d'y penser et d'enclencher le diagnostic facilement. Donc, ce que l'on sait, c'est que le parcours de ces patients-là est un petit peu plus chaotique, un peu plus complexe, et aux conséquences, on n'en sait rien. Il y a un peu plus de stades avancés dans cette population-là. Sur la partie dépistage, on a isolé quand même des facteurs de risque et donc on a des facteurs de risque. On parlait tout à l'heure des antécédents familiaux, on pourrait parler de l'exposition aux polluants professionnels, au radon, à la pollution atmosphérique. On a isolé des facteurs de risque qui peut-être un jour rentreront quand même en compte dans la définition de l'éligibilité au dépistage. C'est-à-dire qu'on croit beaucoup, nous, dans le programme pilote d'ailleurs, hein, je peux vous le dire de manière tout à fait transparente, il y aura une étude dans laquelle on testera un score de risque mis en place chez les gens en fonction de l'exposition à différents facteurs de risque et pas que le tabac. Il y a évidemment le tabac on dit chez nous, le tabac écrase tout. C'est vrai que le tabac est tellement puissant sur le plan épidémiologique qu'il écrase tous les autres. Mais pour autant, il y aura une étude qui s'adressera à d'autres facteurs de risque. Dernier point sur est-ce que ça avance, etc. Alors, ça n'avance pas au sens peut-être où vous l'entendez, mais on commence quand même à mieux comprendre certaines choses. Je vais citer par exemple l'exemple de la pollution atmosphérique, avec une étude qui a été rapportée à l'ESMO l'an dernier, donc il y a un peu plus d'un an, par l'équipe de l'Imperial College de Londres, Charles Swanton, qui montrait que la mutation OGFR, la mutation OGFR, c'est la mutation la plus fréquente une des mutations les plus fréquentes que l'on va retrouver dans le cancer du poumon, c'est-à-dire une anomalie dans le cancer qui va permettre de mettre des traitements spécifiques de cette anomalie. Ça nous permet de prescrire des thérapies ciblées. Eh bien, cette mutation, on sait qu'on a montré qu'elle pouvait survenir en cas d'exposition à la pollution atmosphérique. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les gens qui ont une mutation GFR n'ont pas tous un cancer lié à la pollution atmosphérique. Mais on a mieux compris comment la pollution atmosphérique pouvait créer un cancer du poumon qui, en l'occurrence, était lié à une mutation EGFR. Et à l'ESMO de cette année, donc il y a quelques semaines, on a montré la même chose avec les équipes françaises, avec une population française. C'est la fameuse étude KPB-CPHG, donc une étude qui est menée dans tous les hôpitaux généraux français tous les 10 ans. Et on a montré exactement la même chose. On a montré que la fréquence des cancers avec mutation EGFR augmentait dans les zones dans lesquelles les personnes étaient exposées à la pollution atmosphérique. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction clinique, si vous voulez. Pour l'instant, il n'y a pas de traduction diagnostique ou thérapeutique, mais ça montre qu'on est en train de mieux comprendre les mécanismes. Merci beaucoup. Alors moi j'ai une question sûrement pour le docteur Prader. Martine, qui est une de nos fidèles auditrices, nous dit qui contacter en région en fait
si on n'habite pas à côté du Plessis-Robinson en région parisienne. Comment Nous, on veut surtout pas drainer les patients de toute la France, on veut drainer les patients de notre territoire, hein. Et donc, j'ai montré sur ma dernière diapositive, le CHU de Bordeaux a mis en place un parcours qui ressemble beaucoup au nôtre. Donc, quand on met diagnostic rapide Bordeaux, on tombe là-dessus. Alors ça peut être une bonne chose pour qu'on essaie de les repérer et de les relayer Ouais. notamment sur mon réseau cancer du poumon ou en fonction de leur région, les personnes pourront en parler autour d'eux. C'est ça. Si on tape diagnostic rapide, précoce, poumon, normalement, on tombe sur vos différents sites. Oui, alors il faut en savoir région. que, ouais, après, il y a pas beaucoup de centres pour l'instant qui ont mis en place cette fonctionnalité où le patient envoie son dossier, qu'on regarde les images et qu'on anticipe les choses. Les parcours de diagnostic rapide peuvent être divers, mais dans la majeure partie des grands centres qui s'occupent des patients avec cancer du poumon, il y a au moins un numéro de téléphone joignable où il y a un circuit qui est organisé. Après, les circuits varient dans leur modalité, mais il y a beaucoup d'autres centres que ces deux-là. Ouais, Il faut Oui, pas hésiter à regarder sur le site du CHU ou du CHZ local. c'est ce que j'allais dire, c'est que la plupart des centres, effectivement, qui, comme le dit Pauline, hein, qui en font, sont sensibles au fait de pouvoir répondre rapidement. C'est beaucoup moins construit que ce qu'a fait Pauline, mais il y a des choses un peu partout qui sont plus ou Tout à fait. moins avec plusieurs modes. Par exemple, nous, on a une adresse email et un téléphone et un logiciel et enfin voilà. Mais en fait, ça dépend, ça porte plein de noms différents. Pauline a fait un truc très bien construit, qui permet, enfin qui est assez puissant. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les gens trouvent finalement relativement facilement, je dis les gens ou leurs médecins, souvent le médecin il connaît, hein, la plupart du temps, les médecins généralistes, ils ont un peu leurs entrées, leurs filières, etc. Mais parfois, c'est un point qui est important, parfois c'est pas à côté. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir aussi, c'est que le cancer du poumon, comme beaucoup de choses maintenant, hein, c'est assez spécialisé. Et Ouais. comme c'est spécialisé, il vaut mieux aller dans des centres où il y a l'habitude, où il y a l'expertise, hein. La notion d'expertise, ça fait un peu pompeux, hein, vu de l'extérieur, mais la notion d'expertise, pour nous, on est très attachés. Ça veut dire qu'on a, non pas qu'on est expert au sens où on l'entend, mais ça veut dire qu'on a cette habitude de traiter ce genre de choses parce que c'est très précis maintenant, parce que c'est très complexe, parce que tout le monde ne, enfin, on ne fait bien que ce qu'on fait beaucoup. Mais il y a plein de choses que je fais très mal par ailleurs, hein, rassurez-vous. Mais en l'occurrence, on fait bien que ce qu'on fait beaucoup. Et donc, finalement, partout en médecine, on s'ultra spécialise un peu. C'est un peu vexant pour le tout à chacun qui se dit oui, mais moi, je veux tout avoir à proximité de chez moi. Bah non, c'est pas possible. Et effectivement, peut-être que vous serez obligé d'aller dans le centre un petit peu plus loin, la clinique un peu plus loin, l'hôpital général un peu plus loin, éventuellement le CHU ou le CAC un peu plus loin. Voilà. Les centres, on les connaît tous. Il n'y en a pas des milliers, par contre, en France. Il y en a plusieurs centaines, mais il n'y en a pas des milliers. Et donc, il faudra parfois aller un petit peu plus loin. C'est comme ça. Et il vaut mieux, croyez-moi. Mais je trouve que c'est un message très important parce qu'on a des personnes qui nous écoutent qui sont un peu partout en France et c'est vrai que ce temps de diagnostic, il est majeur en fait, hein, d'avoir le bon diagnostic, la bonne caractérisation de la maladie et la bonne proposition de parcours de soins. Après, on peut toujours faire des parcours éventuellement avec des choses qu'on peut faire plus en proximité, des choses comme ça, mais le diagnostic, c'est majeur. Et juste un point pour toujours autour de ces parcours diagnostiques. Il y avait la question tout à l'heure de mais est-ce que les médecins traitants sont au courant, les radiologues sont au courant? En fait, il y a quand même cette notion un peu de territoire, d'organisation, et Ouais. donc à chaque fois, finalement, voilà, c'est important de se dire que vous, c'est pas des silos, vous travaillez avec justement les médecins de ville. Il y a beaucoup d'informations qui sont Ouais. mises en place par vos centres, Ouais, les après ARS. c'est toujours pareil, ça prend énormément de temps en fait. Ça prend énormément de temps d'aller voir les radiologues de ville, les médecins généralistes, de les tenir au courant. Donc il faut localement qu'il y ait des gens qui soient motivés pour faire ça, mais c'est ultra important puisque on peut pas travailler les uns sans les autres et c'est très important d'être bien implanté dans un territoire. Mais encore une fois, c'est chaque hôpital, chaque parcours qui doit se faire connaître localement. Très bien. Bah, écoutez, nous voilà motivés à être des ambassadeurs du futur dépistage, des expérimentations en cours, des parcours diagnostiques précoces et spécialisés. Et je laisse Oriane voilà, nous organiser la fin de session pour qu'à 15, on ait fini ou presque. On t'entend pas, on t'entend pas.
Alors, je disais, professeur Corot, vous avez une phrase pour conclure. Alors, si on a jusqu'à 15, je vais laisser la parole à nos experts. Ah, on n'entend pas ton micro. Ah, il y a un double verrouillage du micro, c'est pour ça. Une phrase pour conclure. On a besoin des ambassadeurs pour porter la thématique du dépistage du cancer du poumon de manière coordonnée sur l'ensemble du territoire, et vous allez voir qu'ensemble, on va en faire une réalité. Merci. Docteur Prader. Non, mais merci beaucoup à tous les participants. C'est sûr que les patients, leur entourage, les personnels impliqués dans les associations sont majeurs pour faire avancer la cause du traitement du cancer du poumon, du diagnostic. Donc vraiment, merci à tous pour diffuser toutes les informations autour de vous. Voilà. Et professeur Boulat. Bon ben un grand merci, c'est vraiment un plaisir. Je pense que bon voilà, on peut pas tout dire, mais on a déjà dit beaucoup de choses. Et bon, le dépistage arrive, ça fonctionne, il y a des méthodes recommandées. Quand on a un nodule, il faut aller voir un spécialiste des poumons, hein, voilà, dans un centre qui a un service de pneumologie ou voilà. C'est très important. Le plus efficace, c'est bien évidemment d'arrêter de fumer le plus tôt possible parce que voilà, vous arrêtez de fumer avant l'âge de 50 ans, bah, ça va diviser par 3 votre risque d'avoir un cancer du poumon. Donc le meilleur cancer du poumon, c'est celui qu'on n'a pas. Et donc ça, c'est vraiment... Alors le dépistage, c'est l'opportunité de faire le sevrage tabagique, mais ne pas oublier de faire le sevrage tabagique avant d'être éligible au dépistage, c'est encore mieux. Et là, vous appelez le 3989 Tabac Info Service, il faut regarder sur Doctolib les tabacologues, les addictologues, les équipes. Voilà, il faut aller voir c'est bien d'être accompagné par des professionnels de santé. Hein. Il y a plein de méthodes qui n'ont pas fait leurs preuves, dont on entend parler. Et voilà, un bon patch de nicotine, bien dosé, suffisamment longtemps, bah, ça fonctionne très, 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 très bien. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à y aller. Et puis, de toute façon, c'est vous qui allez devenir expert de votre propre addiction, mais enlever les risques et c'est très efficace. Voilà. En tout cas, la première étape, c'est qu'on va être tous ambassadeurs, ambassadrices. Jade, qui s'occupe de la technique, m'a promis qu'on aurait le replay ce soir ou demain pour le mettre très, très vite en ligne. Donc, on compte sur tous les gens qui étaient présents ce soir pour le diffuser, le faire entendre à tout leur entourage, fumeurs, non-fumeurs, etc. Nous, en tout cas, on va le mettre de façon massive sur nos réseaux. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Et pour ceux qui ont participé, vous allez recevoir un lien avec un questionnaire de satisfaction si vous pouvez répondre. Bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.